We try to do a... Je vais essayer de faire une brève introduction. Je remercie mon collègue qui a fait un excellent travail en tant que président et je dois dire que tous ces rapports me tiennent à cœur et je remercie Petra Bayer pour son rapport ce matin. Vous avez fait un très bon travail, mais c'est un travail commun et je crois qu'il est très important qu'il y ait autant d'hommes aussi qui s'intéressent à la question parce que nous ferons un meilleur travail s'ils sont avec nous. Chers membres de la Commission, membres des réseaux parlementaires pour le droit des femmes de vivre sans violence, c'est un grand honneur pour moi et un grand plaisir de présider cette audition aujourd'hui, qui est de la plus haute importance. Et nous avons des invités de premier plan. Et vous savez, on essaye toujours d'en faire davantage sur ce sujet. C'est un sujet qui est de la plus haute importance pour nous tous, j'en suis sûre, en particulier en cette époque où nous sommes confrontés à la dure réalité de la guerre, à laquelle nous ne nous attendions pas et qui nous rappelle que les droits de l'homme sont fragiles. Ils doivent donc être protégés à tout moment. Ça, nous le savons. Et lorsqu'il y a des violations des droits de l'homme, nous avons besoin d'être dotés de mécanismes solides pour punir ceux qui commettent de telles violations. La violence sexuelle n'est ni plus ni moins qu'un crime de guerre, comme je l'ai dit dans ma déclaration du 6 avril, lorsque les premiers rapports nous étaient faits, lorsque nous entendions parler pour la première fois des atrocités commises par la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Nos invités d'aujourd'hui vont nous expliquer comment identifier ce type de crime, comment recueillir les preuves et comment faire en sorte que les auteurs de ces violences soient punis et que les survivants soient accompagnés. Et ils vont nous parler des défis que tout cela représente. Alors pour commencer, je vais donner la parole à la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Madame Dunja Mijatović. Je n'ai pas besoin de la présenter car elle travaille du fond du cœur avec une longue expérience derrière elle. C'est une de ces commissaires à qui on peut poser une question, elle a la réponse tout de suite. Alors, il y a ce phénomène dont nous parlons est présent dans de nombreux pays et nous attendons vos recommandations pour voir ce qu'il faut faire pour lutter contre les crimes de violence sexuelle dans les conflits armés et surtout comment punir les auteurs et réhabiliter les survivants. C'est très important d'être ici en présence physique. Ça fait 2 ans que nous ne l'avions pas fait. Je suis heureuse de voir que tout le secrétariat est en bonne santé. Et Madame la Commissaire, vous avez maintenant la parole. Je vous remercie. Merci Zita. Chers collègues, chers amis, je suis heureuse d'être ici et d'avoir cette occasion de m'exprimer sur ce sujet qui me tient véritablement à cœur. Pour de nombreuses raisons. D'abord, de par mon expérience de travail avec de nombreuses organisations des droits humains qui ont traité de ces questions et aussi parce que, à nouveau, cette question est prioritaire dans nos agendas à cause de ces crimes de violence sexuelle commis vis-à-vis des femmes, mais aussi des enfants et des hommes en Ukraine. Il y a de nombreux aspects du travail que je réalise et qui sont directement liés à la question de la défense des droits des femmes, à la lutte contre la violence vis-à-vis des femmes, mais aussi permettre aux femmes survivantes de ces violences sexuelles d'avoir accès à la justice en temps de paix et de guerre.
quand la prévention de la violence domestique, en particulier à travers la promotion de la ratification et la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul. Cela demeure une composante essentielle de mon travail et je crois que nous ne devrions permettre aucune tentative de s'éloigner de cette règle d'or dont nous nous sommes dotés. Je ne vais pas répéter ici ce qui a été dit sur la désinformation, sur la tradition, sur les deux poids, deux mesures et des pays qui cherchent toutes les excuses pour ne pas ratifier la Convention d'Istanbul. C'est inacceptable et cette question doit rester prioritaire. Lorsque je me rends dans les pays, je parle de la question des violences sexuelles en général. Dans beaucoup d'États membres, j'ai noté à quel point la violence basée sur le genre prend de nouvelles formes et comment la violence domestique demeure un problème aigu. Et dans le rapport publié en mars cette année, j'ai parlé des recommandations du Gravio pour combattre ce phénomène. Et l'une des recommandations, c'est d'appliquer pleinement la Convention d'Istanbul. Lorsque je parle aussi de ces violences sexuelles, je parle d'un aspect qui est souvent négligé. Il s'agit des femmes et des filles handicapées qui sont complètement invisibilisées. Et donc déjà, elles ont du mal à parler de leurs problèmes et des violations de leurs droits humains et des violences qu'elles subissent et des conséquences qui en découlent et qui découlent de leur handicap. En outre, il y a un retour de bâton du fait de l'utilisation du terme genre dans beaucoup d'États membres du Conseil de l'Europe. Nous entendons des théories conspirationnistes sur l'utilisation du mot genre. Et moi, je dis, ce qui affecte les familles, c'est la violence. Et c'est cela qu'il faut poursuivre. Et c'est ça qui doit nous inquiéter. Et pas la mauvaise interprétation du terme genre. Autre problème avec les droits des femmes à la santé sexuelle et reproductive, les progrès sont beaucoup trop lents. Et dans beaucoup de pays, elles n'ont pas accès à ces droits. Par exemple, les victimes des stérilisations forcées en République tchèque et en Slovaquie, le problème d'accès aux droits sexuels et reproductifs dans certains pays. J'utilise mon mandat et les possibilités qu'il me donne pour avoir l'intervention d'un tiers dans 3 cas contre la Pologne en ce qui concerne l'accès à l'avortement. Et une intervention donc où je me suis portée partie civile devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors en ce qui concerne maintenant le travail que nous faisons en ce qui concerne les crimes de violence sexuelle, nous, dans les conflits armés, nous avons vu que les conflits et les déplacements montrent que les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables face à ces violences pour plusieurs raisons. En mars, mon équipe et moi, nous sommes rendus dans les pays voisins de l'Ukraine et nous avons rencontré des personnes, essentiellement des jeunes femmes et des enfants, qui nous ont appris que le risque de traite des êtres humains, mais aussi les risques d'être victimes de violences sexuelles, est extrêmement visible et présent. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des données tout à fait précises et des chiffres précis. Et lorsque je me suis rendue en Ukraine au début mai, j'ai reçu de la part de différentes sources des rapports sur les violences sexuelles, viols en bande commises par les troupes russes sur les territoires sur lesquels ils ont le contrôle. Nous n'avons pas encore l'entièreté des données. Et le nombre de cas que nous connaissons ne reflète peut-être pas la réalité et il faut que nous en soyons conscients. Pour plusieurs raisons. D'abord, par peur. Les victimes elles-mêmes ne veulent pas être stigmatisées
ou du fait qu'elles sont en situation d'insécurité ou par peur des auteurs des violences, le fait que ces auteurs reviennent se venger, ça, il faut le prendre en compte, elles sont réticentes à porter plainte et à dénoncer. Pour les aider et pour aider les ONG qui travaillent sur cette question, la semaine dernière, j'ai connecté plusieurs ONG venant de pays différents des Balkans occidentaux où il y a beaucoup d'expériences de victimes qui travaillent pour ces organisations et qui essayent d'aider essayent de se rapprocher des victimes pour faire en sorte que leur dignité soit respectée, la confidentialité soit respectée aussi. Bien sûr, il est important de parler de tous ces problèmes pour dénoncer le crime, mais il ne faut pas oublier que tout d'abord, il faut construire une relation de confiance avec ces personnes, parce que certaines étaient prêtes à en parler immédiatement, mais parfois on entend des gens qui ne sont prêts à le dénoncer que 30 ans plus tard. C'est ce qui s'est passé dans les Balkans. On ne sait pas. C'est pourquoi j'en appelle à tous les gouvernements à ce qu'il n'y ait pas de date butoir, à ce qu'il n'y et récemment, je me suis rendue au Kosovo où j'ai rencontré des femmes extraordinaires à la tête d'ONG qui font en sorte que ces crimes ne soient jamais oubliés. Et elles m'ont dit que sans elles, sans leur courage, même dans ces sociétés où il y a beaucoup de préjugés et de tabous, l'État ne faisait pas grand-chose. L'État ne faisait même rien, il faut bien le dire. Et ces ONG de victimes sont très importantes pour aider les autres, pour apprendre des erreurs et ne pas répéter les erreurs. La semaine dernière, j'ai participé à un podcast très intéressant organisé par l'Alliance de la construction de la paix à Washington, aux États-Unis, et j'ai participé à un programme avec le procureur général de l'Ukraine, Irina Benediktova, ainsi qu'un collègue du Kosovo et des universitaires de l'Université de Columbia. Et ce podcast sera disponible dès cette semaine. Nous vous enverrons le lien pour que vous puissiez écouter la discussion qui a eu lieu. Et on prévoit de travailler sur un point dont on parle beaucoup, mais sur lequel nous ne voyons pas de résolution, à savoir comment aider à apporter un soutien, un accompagnement psychosocial, ou le problème de la langue utilisée, le problème de la confiance et aussi de l'expertise, parce que ça, les ONG ne peuvent pas le faire. Il faut des médecins, des psychiatres, des psychologues expérimentés afin de répondre aux victimes de ces crimes qui est un des crimes les plus graves et humiliants pour une personne. Et puis dans toute la procédure pour recueillir les preuves et faire en sorte que les auteurs soient punis, il se peut, et ça se passe déjà en Europe, que la victime soit encore plus humiliée à cause des questions qu'on leur pose. On leur dit il faut vérifier, mais vérifier quoi? Et donc il faut apprendre aux autorités à écouter les victimes, et il faut aussi comprendre la colère de ces personnes qui ont vécu des expériences aussi traumatisantes. Donc l'enquête est très importante, bien évidemment. Et s'agissant de l'Ukraine, je pense que l'Ukraine fait un excellent travail avec ses partenaires internationaux afin de documenter, de trouver les preuves pour permettre la poursuite des auteurs. Mais il y a beaucoup d'États membres qui offrent leur aide et leur soutien, et il faut que cela se poursuive, donc leur aide et leur soutien aux enquêteurs en Ukraine,
mais aussi à des femmes victimes de viols qui ont quitté l'Ukraine et qui se retrouvent dans un autre pays. Souvent, elles ne veulent pas parler et il faut savoir les respecter. C'est donc à nous de trouver la meilleure façon possible de faire en sorte que ces femmes puissent venir parler de ce qu'elles ont subi sans crainte et que tout cela ne paraisse pas dans les médias et que cela ne risque pas d'être utilisé contre elles. Toutes ces enquêtes doivent être utilisées pour empêcher que ces crimes ne se reproduisent. Pour conclure, je dirais qu'il est important de dire que la ratification par l'Ukraine de la Convention est un immense pas en avant. C'est historique qu'en temps de guerre, un message ait été envoyé pour dire voilà, ça c'est inacceptable. Et j'aimerais dire que la guerre a eu pour résultat aussi la destruction des infrastructures qui sont essentielles pour accueillir les victimes. Beaucoup d'hôpitaux, de cliniques ont été bombardés, détruits. Et cela crée encore plus de difficultés parce que les femmes ne peuvent pas avoir accès aux services de santé sexuelle et reproductive. C'est un problème que je mentionne en passant, mais qui est très important à mes yeux, parce qu'on voit bien dans plusieurs États membres du Conseil de l'Europe que les femmes ukrainiennes ne peuvent pas avoir accès à leurs droits à la santé sexuelle et reproductive du fait des différences de législation. Et ça devient un sujet d'embarras, vraiment, dans la façon dont ça constitue une violation des femmes ukrainiennes en Europe. La démocratie ne devrait pas permettre que des femmes soient transportées par bus dans un autre pays parce qu'elles ne peuvent pas avoir accès à la contraception ou à tout autre geste lié à leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Donc là encore, il faut essayer de voir ce que le Conseil de l'Europe peut faire pour apporter un accompagnement psychosocial dans les différents pays, y compris l'Ukraine. Je vais m'arrêter là, même si j'aurais encore beaucoup à dire sur ce sujet, et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. La présidente, merci beaucoup. Je suis d'accord. Nous pourrions vous écouter pendant des heures, mais nous voulons entendre les invités et j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à quelqu'un qui est en ligne et il s'agit de Madame Katerina Pavlichenko, vice-ministre de l'Intérieur d'Ukraine, qui travaille directement sur le recueil des preuves et sur l'assistance apportée aux victimes de ces violences sexuelles. Merci d'être parmi nous, Madame. Vous êtes au centre du système qui est là pour aider les victimes et les survivantes et permettre ensuite la poursuite des auteurs et la réhabilitation des victimes, des survivants. J'admire votre courage et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider, soutenir vos efforts. Vous avez la parole, Madame. Bonjour, bon après-midi. Aujourd'hui, c'est le 119e jour depuis le début de l'invasion du territoire de l'Ukraine indépendante et souveraine par les troupes russes. Néanmoins, n'oublions pas que cette guerre en Ukraine dure depuis 8 ans. C'est la première chose que je souhaitais dire. Je le répète, c'est le 111e jour de guerre. Et il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé avant. Alors que les combats se poursuivent, l'Ukraine résiste à l'agression militaire de l'ennemi et s'oppose aux crimes de guerre de la Fédération de Russie, qui constitue une violation sans précédent des droits de l'homme, une violation de nombreuses conventions internationales, un crime contre l'humanité et
un véritable génocide du peuple ukrainien. Le gouvernement ukrainien, les forces de l'ordre et tout le secteur public déploient tous les efforts possibles pour recueillir les preuves de ces crimes de guerre, faire les enquêtes et accompagner les victimes. Depuis le 24 février, les enquêteurs de la police nationale ont enregistré plus de 20 000 crimes de guerre commis par les troupes russes et leurs complices. Cela comprend des assassinats massifs et brutaux de civils, la destruction des corridors humanitaires, le bombardement de ces corridors et la destruction d'infrastructures civiles, ainsi que de biens culturels, et finalement, ce sont aussi des crimes et des atrocités, des crimes sexuels atroces qui sont commis. Certaines infrastructures détruites sont essentielles. Or, face aux atrocités, aux crimes atroces qui ont été commis, ces crimes sexuels, pour nous, ce ne sont pas des effets secondaires inévitables de la guerre. Pour nous, c'est une arme terrible qui est utilisée par l'ennemi contre les civils. Il s'agit d'un crime de guerre pour lequel les auteurs doivent être punis. Même si les crimes sexuels ne sont pas toujours dénoncés et que nous n'en connaissons pas vraiment le nombre, la police nationale, en coopération avec le bureau du procureur de l'Ukraine et les services de sécurité ukrainiens, ont déjà recueilli des preuves qui ont permis de poursuivre une douzaine de criminels qui avaient commis des crimes sexuels. Il s'agissait de militaires russes qui ont commis ces crimes contre des civils dans les régions de Kiev, de Kherson, de Zaporizhzhia, de Lugansk, de Kharkiv, de Tcherniv. Et en d'autres termes, il s'agit de tous les territoires d'Ukraine qui aujourd'hui sont sous occupation russe. En ce qui concerne la particularité de l'approche, je répète maintenant les noms des régions qui sont concernées: Kiev, Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk, Kharkiv et Tchernihiv, à savoir tout le territoire ukrainien. Alors j'en reviens maintenant à ce que je disais. Étant donné les particularités de l'approche du processus qui permet de définir ces crimes à l'initiative du ministère de l'Intérieur, des unités de police mobiles ont été créées pour identifier les crimes sexuels ainsi que leurs auteurs. Il s'agissait d'officiers de police qui avaient déjà travaillé avec des victimes de violences domestiques et de violences basées sur le genre, des officiers de police pour les enfants, des enquêteurs et des psychologues des services sociaux. Ces officiers de police et ces psychologues se sont rendus auprès des résidents localement pour leur apporter leur aide et identifier ces abus et ces crimes sexuels. Nous avons adopté une approche qui cherche à empêcher la victime d'être à nouveau victimisée en préservant la confidentialité. Nous ne décourageons pas les survivants des violences sexuelles pendant la guerre à raconter les détails. Nous les encourageons au contraire à aller dénoncer ce qui leur est arrivé auprès des autorités, auprès de la police. Nous pensons que cela permettra de rendre justice, de punir ces criminels de guerre et de protéger d'autres victimes potentielles. Donc, nous avons ces unités de police mobiles qui sont déjà
en fonctionnement dans différentes régions, Kiev, Soumy, Tchernihiv, Mykolaïevchina, et peu à peu, nous étendons ce service car ce n'est que le début, nous en sommes bien conscients. Le défi, c'est d'abord d'apporter un soutien aux victimes et de leur permettre la réhabilitation. Et la Russie doit, elle, être dénoncée devant la justice internationale. Nous comprenons très bien que la gravité de ces crimes et la nécessité de recueillir le plus d'informations possible afin de pouvoir poursuivre les auteurs et de pouvoir ensuite les punir. Nous comprenons bien que l'Ukraine n'est pas seule dans ses efforts. Notre État et toutes les institutions qui travaillent sur ces violences sexuelles se sont engagés à coopérer avec les partenaires internationaux pour la prévention et les enquêtes sur ces crimes de guerre et dans la mise en œuvre d'une assistance globale et de qualité pour les victimes. L'Ukraine a signé en particulier un accord de coopération avec les Nations Unies pour lutter et répondre à la violence sexuelle en temps de conflit. Ce document cadre permet de renforcer la sécurité en ce qui concerne la protection des documents et des preuves et l'encadrement des enquêtes. J'aimerais appeler l'attention de la communauté internationale sur le fait que la Verkhovna Rada de l'Ukraine a ratifié la Convention d'Istanbul et hier, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a signé la loi de ratification qui va permettre l'entrée en vigueur de cette convention en Ukraine. Nous y travaillons depuis longtemps. L'Ukraine a réaffirmé qu'elle mérite de faire partie de l'Union européenne car elle en défend les valeurs démocratiques et est en train de développer une société où les droits de tous les individus seront respectés. C'est essentiel pour nous tous. Il est donc très important pour nous d'agir sur la base des demandes de nos partenaires internationaux sur toutes ces questions. Nous attendons le soutien de l'Union européenne et des institutions internationales et européennes. Nos priorités sont claires. Je vous remercie de votre attention. Gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup. Et merci aux interprètes d'avoir permis la traduction du texte. Je ne sais pas si vous pourrez rester parmi nous pour écouter aussi nos autres collègues. Je suis aussi très reconnaissante pour votre contribution. Je suis vraiment très heureuse qu'avec vos 239 voix, si je ne me trompe pas, vous avez ratifié le texte de la Convention d'Istanbul. J'ai eu un SMS de la Verkhovna Rada et notre commissaire aux droits de l'homme est parmi nous. Elle ne cesse de rappeler que c'était la norme d'or, que cette convention d'Istanbul, il nous tient particulièrement à cœur que vous soyez le plus rapidement possible partie de la famille. Le plus tôt sera le mieux. Nous serons heureux que vous soyez dans la famille de l'UE. Et à présent, un autre intervenant excellent de ma région. Elle est venue ici, depuis Sarajevo. Je lui ai dit qu'en 1995, j'étais sur place au moment de la destruction. Et je n'ai pas oublié ce que j'ai vu de mes yeux. C'était la première fois de ma vie que je voyais la destruction causée par la guerre dans un pays si beau. Et je connaissais aussi votre ancien Premier ministre qui a été tragiquement assassiné. Vous êtes conseillère juridique avec l'organisation Trial Organization basée à Sarajevo. Il serait extrêmement intéressant d'en entendre plus sur votre travail en tant que conseillère juridique
Quand on parle des violences sexuelles et du conflit, il est particulièrement important d'être bien informé, de connaître l'expérience des Balkans. Des décennies après la guerre, il y a toujours encore ces traces, ces marques des violences sexuelles. Nous serions heureux de savoir quels sont les plus grands défis, plus grandes difficultés, mais aussi quelle est la clé d'une action réussie. Vous avez la parole et nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Madame Adriana Hasunic-Petrovic, Trial International. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. Merci à vous, au secrétariat, à la commission, au réseau. Merci de m'avoir invité à partager l'expérience de la Bosnie-Herzégovine, de Trial International, dans le traitement de ces conflits. Notre organisation, Trial, a été active depuis 15 ans en Bosnie-Herzégovine dans la lutte contre l'impunité, dans le soutien aux victimes, dans la recherche d'une justice et d'une réparation. Essentiellement des victimes de violences sexuelles, mais aussi des victimes d'autres crimes de guerre. Nous avons différents moyens. Assistance juridique à titre gratuit, méthodes innovantes, juridiction universelle, droits de l'homme comme base principale. Le premier exemple que j'aimerais citer avec vous est le déclenchement d'une décision sans précédent en 2015. Pour la première fois dans l'histoire des Balkans, une victime de crimes de guerre s'est vue octroyer une réparation dans une procédure pénale, en parallèle à la condamnation à une peine de détention pénitentiaire pour l'auteur. Et c'est devenu depuis une pratique courante que d'avoir des poursuites pénales pour les crimes de violence sexuelle. Le code de procédure pénale a été amendé, le cadre juridique a changé, il y a de nouvelles politiques cadres. L'objectif a toujours été pour nous d'avoir une solution systémique plutôt que ad hoc. En Bosnie-Herzégovine, la violence sexuelle était largement répandue, parfois de manière opportuniste, mais c'était aussi une arme de guerre, avec des conséquences à long terme pour les victimes et pour leurs familles. Pour répondre aux dégâts causés, il est indispensable de prendre tout un arsenal de mesures, des mesures de réparation, la réinsertion, réhabilitation, mais aussi l'indemnisation, la restitution, des mesures de satisfaction égale et surtout des garanties de non-répétition. Nous avons entendu les commissaires aux droits de l'homme sur le problème du sous-signalement des violences sexuelles et des raisons sous-jacentes. L'un des principaux obstacles lorsque l'on veut enquêter et poursuivre ces crimes et soutenir les victimes, c'est justement la stigmatisation sociale des victimes de ces crimes. Parfois, les victimes sont réticentes à signaler. Parfois, c'est la famille elle-même ou la communauté qui les en décourage, les en dissuade. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Tout d'abord, il faut s'assurer d'avoir un environnement social propice, une atmosphère qui permette le signalement. À cette fin, vous pouvez organiser des campagnes publiques qui critiquent et dénoncent la stigmatisation des violences sexuelles. Vous pouvez avoir référence à des personnalités politiques qui vont servir de porte-parole pour faire passer le message aux victimes, mais aussi le cinéma, l'art, les leaders religieux. Nombreux sont les moyens qui permettent d'accéder à cette information. Et la commissaire aux droits de l'homme l'a dit, il faut aussi des espaces sûrs où la victime peut parler, des espaces qui leur donnent la possibilité de s'exprimer dans un lieu ou avec des personnes en qui elles ont confiance, les ONG et les cercles de victimes, les communautés. Donc, les gouvernements doivent soutenir le travail des ONG locales, ces ONG qui soutiennent la victime. En parallèle, comme le disait la commissaire aux droits de l'homme, les experts doivent être sur le terrain, des experts formés pour le soutien juridique d'une part, mais aussi médico-psychosocial. Les gouvernements doivent être les principaux, les porteurs des principales obligations. À eux d'assurer que ce soit possible, mais ils doivent coordonner leurs efforts avec les ONG qui livrent le service.
Il faut s'assurer qu'il y ait une mise à disposition de ces services, qu'ils soient accessibles. Il s'agit d'espaces sûrs, du premier lieu d'arrivée, premier lieu de parole pour la victime. Donc il faut qu'il y ait un lien de confiance. Et je souligne le fait qu'il est important d'encourager la mise en place d'associations des victimes. Parce que dans les affaires d'impunité que nous avons traitées, c'est grâce en particulier aux associations de victimes que les choses sont allées de l'avant. Il faut aussi qu'il y ait une législation propice qui permette, par exemple, les réparations administratives, un mécanisme, des soutiens au logement, des allocations de compensation pour perte de revenus, une prise en charge psychosociale. Ce n'est qu'en 2007 qu'une telle loi a été adoptée en Bosnie-Herzégovine, soit 12 ans après la guerre. Mais c'était une véritable incitative pour de nombreuses victimes de signaler pour la toute première fois, pas seulement au service, mais également à leur propre famille. Nombreuses sont les personnes qui, à l'époque, ont enfin dénoncé les faits, qui ont plus tard permis les poursuites judiciaires. Ce qui me conduit à la dernière partie de ma présentation, les poursuites judiciaires. Nous savons que celles-ci ont un effet pour dissuader d'autres auteurs. C'est aussi une solution pour la victime permettant d'avoir une réparation financière, aussi une réparation pour leur âme et personne. Nous avons un taux élevé d'enquête, mais il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de mesures pour qu'on y parvienne. Il a fallu beaucoup de dispositions nouvelles sur la violence sexuelle et des nouvelles procédures du code judiciaire à la norme internationale. Il a fallu mettre en place tout un système de mesures de protection spéciales permettant aux victimes d'être témoins, de participer à l'effort d'enquête dans un environnement sûr. Il a fallu un travail vraiment spécialisé, très engagé, des juges, des procureurs, des organisations de la société civile comme ligne de première réponse, un véritable engagement. Parce qu'il y a pas seulement le traumatisme, il y a aussi le fait de devoir écouter les personnes qui sont victimes de plaies particulières dans les violences sexuelles. Donc il faut connaître non seulement les tenants aboutissants juridiques, mais il faut aussi comprendre la victime dans son corps et aussi connaître la jurisprudence internationale. Pour ce qui est du contexte ukrainien, il est important de ne pas les déborder d'informations, de documents, de protocoles, de résolutions. Il faut assurer avant tout la coordination des efforts. Il faut pouvoir ensemble mettre en place des modules spécialisés en tenant compte du contexte et des meilleures pratiques. Il faut retenir ce qu'il y a de meilleur dans les pratiques pour que les praticiens en bénéficient en premier lieu. Il est aussi important d'assurer qu'il n'y ait pas de nouvelles traumatisations, de revictimisation. L'enquête doit conduire à des documents. Il ne faut pas qu'il y ait un nombre insuffisant de documents conduisant à réinterroger la victime. Et aussi, il ne faut pas qu'il y ait une surabondance de questions. Il y a un manque de confiance en les institutions publiques dans certains contextes. Il est donc important que les enquêteurs puissent compter sur les organisations de la société civile pour établir des relations de confiance et assurer la coordination du dossier, pour assurer que de bons efforts communs conduisent à une enquête bien documentée. Mais même en ayant à l'esprit tout ce qu'il y a de meilleur, rien ne sera jamais parfait. Tout cela n'est pas une garantie du fait que tous les professionnels vont être prêts à travailler sur les diverses faces de ces crimes, tout simplement parce qu'il y a cette barrière invisible, cette vision sociale qu'après tout, c'est peut-être moins grave qu'un autre crime, un crime de violence sexuelle. Et il faut vraiment contrer ce préjugé. En Bosnie-Herzégovine, il a fallu longtemps pour que, pour la première fois en 2013, le bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine dise publiquement: on veut faire une
priorité des violences sexuelles liées au conflit. Il a fallu vraiment beaucoup de rapports, des rapports de l'opposition, des rapports internationaux visant la Bosnie-Herzégovine. Il a fallu l'initiative aussi du Royaume-Uni, du gouvernement du Royaume-Uni, qui ont soulevé la problématique avec différentes autorités. Le mécanisme des Nations Unies contre les violences, bien entendu, a joué un rôle crucial. C'est un processus très long. Et l'expérience de la Bosnie-Herzégovine n'empêche pas que certains disent que c'est vraiment un mythe, que les viols, c'est une espèce d'hypothèse dans la société, que c'est un crime qui finalement n'est pas si grave que cela. Donc c'est vraiment une bataille sans fin qu'il faut mener, ça n'est pas rien. En particulier aux parlementaires des régions concernées, j'aimerais vous dire qu'il faut commencer à travailler à ce problème en examinant les lacunes de la loi, identifier ces lacunes, essayer de les combler, de les résoudre, surtout dans le code pénal et le code de procédure pénale et dans les autres éléments législatifs. Et surtout pour l'Ukraine, il est de la plus grande importance de commencer dès que possible à avoir un cadre pour une réparation administrative. Et j'appelle vraiment tout le monde, chaque fois que c'est possible, à consulter les victimes, leur demander leur avis sur leurs besoins, parce que c'est la victime qui est la mieux placée pour dire ce dont elle a besoin et ce qui manque dans la loi. Et j'appelle également tout le monde qui est en mesure d'agir à mettre au centre de toute action la victime, quelle que soit la procédure. Parce que la raison de l'action, c'est bien la victime elle-même. Merci de votre attention. Il y a tant de choses à dire. Comme l'ont dit la commissaire et Petra Bayer, il y a beaucoup de choses à dire sur les conflits violents sexuels. Donc je me réjouis du résultat de notre travail. Merci. Je crois que cela mérite vraiment des applaudissements pour tout le monde. So much touched with this issue and Je suis terriblement bouleversée par vos interventions. Merci pour ces recommandations, Adriana. C'est à prendre très au sérieux. Peut-être qu'on pourrait aussi avoir une résolution. On va voir des meilleures pratiques. Un compendium des meilleures pratiques, ce sera utile pour tout le monde. On n'a pas beaucoup de temps pour les questions, mais je ne voulais pas vous interrompre parce qu'il était extrêmement important qu'on ait les informations. Donc il ne nous reste vraiment plus que 5 minutes. Et on a encore un rapport. Non, on nous octroie 15 minutes. Alors la présidente n'aura plus de temps de parole parce qu'on va prendre les questions. Et on va essayer quand même de finir à temps. Parce qu'il y a un rapport à 15h30 avec notre excellent collègue. Je vous en prie. Petra Stinen, première intervenante sur ma liste. Merci beaucoup. Je ne sais pas si notre amie ukrainienne, Mme Flashenko, est encore en ligne, mais le sujet dont on parle, enfin, le sujet, c'est pas le bon mot, c'est quelque chose de très douloureux. Ça fait 30 ans que je travaille dans la diplomatie, les droits humains, les questions d'égalité de genre, et souvent, les hommes dans la salle disent non, on n'en parlera pas maintenant, peut-être plus tard. Not now, pas maintenant. Alors comment faire pour changer ça? C'est jamais le bon moment. D'abord, il faudra faire beaucoup d'autres choses, et puis après, on pourra en parler si on écoute les hommes. Donc moi, ce que je me demande, c'est en tant que parlementaire, comment est-ce qu'on peut aider à faire changer cela? Parce que ce n'est pas dans 2 ans que le temps sera venu, c'est maintenant qu'il faut agir. Oui, en faire une priorité, hein, c'est le mettre en haut de la liste, si j'ose dire. Je ne sais pas si Mme Flishenko est encore en ligne. Nous allons prendre les personnes en ligne. Marina en ligne. Marina Batina. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, je ne sais pas si je peux répondre à la question de Petra, mais je voulais en tout cas commenter la discussion d'aujourd'hui, le débat.
Merci pour toute l'attention donnée à l'Ukraine. Mais cette question-là ne touche pas que la seule Ukraine. C'est une question de sécurité pour toute l'Europe. On doit débattre, on doit collecter l'expérience de tous les pays qui ont connu ces conditions de guerre pour formuler des recommandations, pour créer des outils pour protéger les victimes et les témoins des violences sexuelles. Le président Zelensky s'est attaché à la Convention d'Istanbul. Enfin, elle devient loi. C'est important de protéger nos citoyens face aux violences domestiques, mais maintenant, ce sont des violences sexuelles commises par les soldats russes en Ukraine. Et là, il nous faut le soutien des partenaires européens. Nous avons lancé des politiques il y a de cela 8 ans et contre les violences domestiques, mais ce n'est qu'en 2020 qu'un budget de l'État a vraiment été consacré à un réseau pour la protection des femmes avec des centres de jour, des centres d'accueil, des foyers pour les femmes battues. Cette année, 7 millions d'euros de subventions ont été versés pour le réseau. Mais cette fois, c'est la guerre qui nous a frappés. Et donc cet argent doit être redistribué, utilisé pour d'autres. C'est pourquoi il nous faut l'aide de nos partenaires européens. Il ne faut pas qu'on arrête la mise en place du réseau. Il ne faut pas qu'on arrête la construction des foyers d'accueil. Il faut qu'on puisse continuer notre lutte contre les violences domestiques. Et nous voulons mettre en place des centres spécialisés pour les victimes des violences sexuelles, qui permettra leur réhabilitation, réinsertion, réadaptation suite au trauma psychologique, suite à ce traumatisme. Le travail du réseau vise aussi à avoir un instrument universel parce que c'est une véritable cruauté que vit l'Ukraine suite à l'invasion de la Russie. Il faut protéger notre population. Suite à ces agressions cruelles, ces viols qui sont un crime de guerre commis par la force d'occupation. Il nous faut un outil universel. Et on ne sait pas quel pays sera le prochain. Il faut mettre en place des instruments adéquats pour protéger et apaiser les victimes de telles cruautés. Merci pour le débat. Merci pour votre soutien. Merci pour votre temps. C'est une question de sécurité en Europe. Merci pour cette initiative. C'est effectivement votre idée. Merci de vous être jointe à nous. Petra Baer. Merci Zita. J'ai 2 questions. Pour Adriana. Réparation, restitution et garantie. C'est ce que vous avez évoqué, des garanties pour que cela n'ait pas de nouveau lieu. Alors ma question, comment garantir? Comment mettez-vous en place une garantie? Et puis une question pour vous toutes les deux. Quels sont selon vous les modèles de meilleures pratiques pour des lignes directrices, protocoles, outils spécifiques pour avoir une preuve qui soit utilisable devant les tribunaux, qui soit recevable? Et puis, je ne sais pas si Marina est encore en ligne, une question pour les collègues de l'Ukraine. Félicitations pour la ratification de la Convention d'Istanbul. Marina a posé une question, une autre étape importante pour protéger les Ukrainiens contre les crimes de guerre, c'est vraiment le statut de Rome. Il faut aussi le ratifier pour être membre de la Cour pénale internationale. Ça me paraît particulièrement important.
Et puis aussi une question d'ordre linguistique. Je pose cette question parce que dans le cadre de la préparation du rapport, la question s'est posée, faut-il dire violence sexuelle ou sexualisée? Sexual, sexualized. Que le mot sexuel n'est pas approprié parce que dans le fond, cela n'a pas trait autant au sexe qu'à l'humiliation. Et je voulais savoir quel mot vous utilisez parce que sexualisé, pour moi, c'est très abstrait, ça n'est pas clair. J'avais préparé un rapport sur l'antisémitisme. Et dans le cadre de la Convention d'Istanbul, quand on parle de théorie de la conspiration, on a l'impression que ce mot théorie, ça donne un aspect scientifique et qui ne valait pas dire théorie, mais plutôt mythe. Mythe complotiste plutôt que théorie de la conspiration. Parce que théorie lui donnait une connotation scientifique au bout du compte. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre aux questions posées? Merci pour ces questions intéressantes. Je vais rebondir sur les deux questions. Les meilleurs instruments, les meilleurs outils, les protocoles et les lignes directrices dans le cadre de l'initiative du gouvernement britannique, PSVI ou PSVR. Beaucoup d'argent, beaucoup d'initiatives, beaucoup de temps a été engagé, un travail de longue haleine, quelques 10 années avec une équipe d'experts, un protocole déjà traduit en plusieurs langues. Je ne sais pas s'il a déjà été traduit en langue ukrainienne, mais c'est le point de départ à mon avis. Concernant des garanties de non-répétition, bien sûr on ne pourrait jamais garantir que ça ne va pas se repasser. Par contre, on peut travailler à établir des institutions, des textes juridiques. Il faut que la police, l'armée soient éduquées. Les forces de maintien de la paix doivent être formées pour savoir comment traiter des violences sexuelles et ce type de situation. L'une des garanties de non-répétition, c'est aussi de travailler en temps de paix à des peines, à des poursuites des violences de genre, y compris des violences sexuelles, pour éviter que cela n'ait lieu à une vaste échelle en temps de conflit. Et je travaille aussi à l'élimination des discriminations structurelles liées au genre. Concernant la définition, je comprends bien ce que vous dites. En tant que psychologue aussi, les psychologues nous ont aussi dit qu'il était important de comprendre que les violences sexuelles, ce n'est pas une manifestation de la sexualité de manière agressive, c'est une manifestation d'agression qui est exprimée par voie sexuelle. Donc c'est une violence à connotation sexuelle, mais donc il y a la question effectivement de l'adéquation de la terminologie. Madame la commissaire, oui, je crois que c'est avec beaucoup d'éloquence qu'Adriana a répondu à ces questions et a soulevé les doutes que nous avons. Il est très important d'écouter les personnes qui sont en contact direct avec les victimes et qui font ce travail du terrain depuis de longues décennies. Petra a posé la question, Petra Stinen a posé la question de ce qui peut être fait pour éviter une situation où les hommes disent plus tard. Je crois que cela revient à ce que tout le monde, tous les élus, fassent pression sur leur gouvernement. Il faut que des instruments soient adoptés pour que certains crimes ne soient pas considérés comme secondaires. Le viol utilisé comme arme de guerre, c'est un crime qui doit faire l'objet de poursuites. Il n'y a vraiment pas lieu d'attendre. Si la loi est bonne, cela permet d'éviter une situation où pendant des décennies, rien ne se passe, il n'y a pas de poursuite. C'est pourquoi je pense que
L'Ukraine est à l'heure actuelle à une étape des plus importantes. Petra a cité le statut de Rome. Il est aussi d'urgence nécessaire d'adopter une loi sur la poursuite des crimes de guerre. C'est un élément très important. Cette loi peut traiter du viol et de la prise en charge post-traumatique et de tout ce qui est lié à ce type de crime. Il est aussi important de ne pas oublier les enfants. Il y a des enfants qui sont violés. Il y a aussi des hommes violés. Dans les Balkans occidentaux, il a fallu plus de 20 ans, plus de 30 ans pour que les gens en parlent. Avant ça, ils n'étaient pas prêts à en parler. Donc dans la discussion, il est important de ne pas faire de distinction entre les différents types de victimes. Il faut que des centres soient ouverts où chacun sera en mesure de parler de ces questions, de poser des questions et d'obtenir des réponses avec une aide psychosociale. C'est crucial au début. Et aussi plus tard, il faut surtout ensuite que suivent les enquêtes et la documentation des crimes de guerre. Mais là encore, les gouvernements, on tourne un peu en rond quand il s'agit des responsabilités. Les gouvernements devraient assumer les leurs. Or, l'immense défi que pose la guerre en Ukraine devrait être une opportunité pour tous les États membres du Conseil de l'Europe pour revoir leur politique, leur législation et leurs pratiques aussi dans ce domaine, pour faciliter le retrait de barrières juridiques ou pratiques. Dans beaucoup d'États, il y a encore des barrières juridiques, ce qui peut poser des problèmes pour les enquêtes et aussi pour aider les victimes de la meilleure façon possible. Donc, n'oublions pas le volet réhabilitation, qui est un sujet supplémentaire qui fait l'objet de beaucoup de discussions, mais il faut traiter le traumatisme de la victime et des familles des victimes. Et ça, c'est une tâche qui reste devant nous. Aider des gens comme Adriana et les milliers de personnes qui travaillent en Ukraine et ailleurs pour aider les victimes doivent être soutenues et protégées pour qu'elles puissent faire leur travail, qui est un travail fondamental. Merci beaucoup. Dans le rapport de Yevgena Kravchuk, il y a un point, le 10.3, qui demande l'accompagnement des victimes. Je crois qu'il faut continuer à faire du lobbying, poser les bonnes questions et je clôt cette partie, donc l'audition publique. Merci beaucoup.